Bonsoir. Le navire journalisme est-il en train de couler? La question se pose au regard des nombreux faits qui imposent un check-up de l'appareil. Des journalistes à charge au relais des fake news, en passant par des journalistes dits du Hilton ou de la rue Mermoz, selon la localisation géographique, non sans oublier ceux des réseaux sociaux, on ne sait plus où donner de la tête. Il n'est plus un secret, question finance, les journalistes ne sont pas logés à la bonne enseigne. Ceci peut-il justifier les faits qui leur sont imputés? Le quatrième pouvoir abuse-t-il de son autorité? Peut-on comprendre que cette précarité ait poussé certains à pactiser avec le diable et se retrouver donc dans de sales draps et par ailleurs justifier les violences, tortures et autres morts dont sont victimes les journalistes? En bref, peut-on dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, que les journalistes du Cameroun respectent l'éthique et la déontologie? Ces questions, je vais les poser à l'invité de ce soir. Sans vouloir faire le procès d'un quelconque camp, il est davantage question aujourd'hui de passer au scanner cette profession ô combien noble et pourquoi pas redorer son blason. Membre de la corporation, notre hôte compte pas moins de 20 années à son compteur. Propriétaire du site web d'information et d'enquête African Finder, ancien rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Jour, il est également militant du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem. Ce pur traditionnaliste est né le 30 juin 1971 à Balengou, c'est dans la région de l'Ouest. Il est marié et père de 5 enfants. Le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Denis Kouébou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane et bonsoir à tous ceux qui regardent Entretien aujourd'hui. Alors, vous êtes diplômé de la Nigerian Institute of Journalism. Selon vous, c'est la plus prestigieuse en Afrique. Est-ce que cela fait de vous un journaliste prestigieux? Non, cela fait de moi un journaliste au sens propre du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui au quotidien recherche les informations, les traite pour les mettre à la disposition du public avec pour essence, n'est-ce pas, dans la prestance, le respect scrupuleux des règles d'éthique et de déontologie. Notre école est la plus prestigieuse et n'importe quel étudiant dans le monde doit vanter son école de formation comme un employé doit vanter son entreprise. Je sais que si on vous pose la question de savoir quelle est la meilleure du Cameroun, télé du Cameroun, ce sera STV naturellement, puisque c'est elle qui vous donne l'opportunité de prester comme journaliste. Donc, le leitmotiv du NIJ, c'est the Citadel of Communication Excellence in Africa. Et quand on regarde le nombre de journalistes formés au Cameroun par cette école-là, le nombre de journalistes formés à travers l'Afrique par cette école, c'est impressionnant. Donc c'est une grâce d'avoir été à une école, surtout que mon pays ne m'avait pas donné l'opportunité à l'époque d'apprendre le journalisme. Justement, j'allais vous demander pourquoi le Nigeria et pas le Cameroun, pourquoi n'avoir pas... Jusqu'à une époque très récente, la formation des journalistes au Cameroun était très fermée. Elle était fermée parce qu'on avait une école à Yaoundé, STI, STIC ou STI, je ne sais pas exactement. STI, STI et STIC plus tard. Oui, au début, c'était une sélection assez, pas clientéliste, mais c'était politique. C'était politique parce qu'on ne peut pas avoir un pays de 20 millions d'habitants, par exemple. Après 40 ans d'indépendance, on se retrouve à former 15 journalistes à un concours. Faut pas, moi, je suis allé au NIJ, où pour la première année, notre école sur 3 sites, à savoir Ibadan, Lagos et Jos, avait 1050 étudiants en journalisme. Nous étions 75 dans mon badge. C'était tout le contraire de ce qu'on avait dans notre pays, où l'accès à la profession de journaliste n'était pas facile
et c'est la fermeture de l'ESTIC au plus grand nombre qui a créé la catégorie des journalistes que nous on appelle les journalistes de 2 à 5 francs. C'est-à-dire que n'importe qui se lève n'importe comment, n'importe quand et se proclame journaliste. Parce que notre pays n'a pas pris des dispositions à temps pour donner une formation qualitative et quantitative au plus grand nombre dans le segment de la presse. La permissivité est née de là. Heureusement qu'avec le temps, il y a eu des étudiants qui ont la chance aujourd'hui de se former en BTS et les BTS forment près de 80% des journalistes qui sont aujourd'hui au Cameroun. Pour étayer mon propos sur la fermeture de la profession aux jeunes, vous remarquerez que l'essentiel des journalistes de la presse aujourd'hui est des bons journalistes. C'est des journalistes qui sont formés dans ces écoles nouvellement créées avec les BTS. C'est le plus grand nombre en quantité et en qualité aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'a pas eu raison dans notre pays d'ouvrir seulement tardivement l'entrée de la profession au grand nombre. Quand on dit entrée, ça ne dit pas la grande porte, à savoir recevoir une formation en bonne et due forme. On ne se forme pas pour le prestige de la formation, on se forme pour le prestige de la profession. Parce qu'il est bon que dans un corps de métier comme le corps des journalistes, ceux qui ont pignon sur rue, ceux qui se déploient au quotidien, aient le minimum, c'est-à-dire le B.A.B.A., les éléments professionnels, les éléments d'éthique, les éléments de déontologie. C'est cela qu'il faut. Donc c'est pour ça que je suis très fier d'avoir été au NIJ. Je suis aussi fier d'avoir des confrères qui n'ont pas nécessairement eu la même chance que moi d'être à cette école-là, qui se sont formés au Cameroun, qui sont de l'ESTIC, qui sont sortis des écoles qui font le BTS, comme à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, où j'enseigne. On ne va pas faire la publicité. Non, ce n'est pas la publicité, parce que vous avez parlé de l'ESTIC. Je voudrais quand même qu'on s'arrête donc sur l'ESTIC, parce que lorsque vous parlez davantage de ceux qui viennent des écoles privées. Est-ce que ça veut dire que selon vous, ceux qui sont formés à l'ESTIC ne sont pas aussi de bonne qualité ou à la hauteur de ceux qui viennent Ce n'est pas une école de formation. Ce n'est pas une école de formation qui donne la bonne qualité des journalistes. Expliquez-nous. La bonne qualité... Est-ce qu'il ne faut pas d'abord transmettre le bon savoir avant de... Le bon savoir, c'est le bon savoir. D'accord. Et on ne devait pas avoir le mauvais savoir. On devait avoir le savoir tout court. Donc, quand une école a un agrément pour dispenser des enseignements professionnels en journalisme, il y a la présomption de qualité. Donc, on n'est pas là pour mettre en procès l'école. Je disais que le problème avec les STIC dont j'ai parlé, c'était la restriction. C'était que la capacité d'accueil n'était pas grande. Donc, je n'ai pas parlé du... On n'interroge pas la qualité de la formation. Et même si vous êtes sorti de l'école la plus prestigieuse du monde, ça ne fait pas de vous le professionnel le plus prestigieux. Le professionnel est un travailleur qui justifie, n'est-ce pas, de bons états de service, qui justifie de bonnes productions professionnelles, de bonnes productions journalistiques. C'est à cela, et à cela seulement, qu'on a jugé le jeu des journalistes. Il y a beaucoup d'incongruités parce que j'ai suivi des gens qui n'ont ni titre ni qualité, par exemple, juger les journalistes tout simplement parce qu'ils sont docteurs en journalisme. C'est une insulte à la connaissance professionnelle au Cameroun que des gens se présentent comme docteurs en journalisme. Le même individu qui se présente à la télévision comme docteur en journalisme est incapable de faire un compte rendu, un reportage. Le meilleur diplôme de journalisme au monde, c'est un article de presse qui est publié à la radio, publié à la télévision, publié dans la presse écrite ou dans la presse cybernétique. C'est ça le meilleur diplôme. Ça, au moins, sur la qualité du travail, il n'y a pas de tricherie. Tout le monde peut tricher, peut jongler, payer ici et là monnaie pour avoir accès à telle formation, pour avoir accès à tel emploi. Mais vous ne pouvez pas monnayer pour faire un bon papier de presse. Ça, sur le plan professionnel, technique, je m'en tiens à ce que je lis pour évaluer un journaliste. Je m'en tiens à ce que j'écoute à la radio pour évaluer un journaliste. Je m'en tiens également à ce que je regarde à la télévision
pour évaluer un journaliste et sur rien d'autre. Ni sur le fait qu'il porte de veste ou de cravate, ni sur le fait qu'il marche avec les gants de la République. Le bon journaliste, c'est celui qui est capable de produire un bon papier dans les différents types de supports. D'accord. Est-ce qu'on doit aussi ajouter que le bon journaliste doit forcément passer par une école de formation? Ce que je viens de dire répond à cette question-là. C'est quand même extraordinaire de penser qu'on peut exercer un métier qu'on n'a pas appris. Vous voyez, si vous exercez un métier que vous n'avez pas appris, ça pose un problème. Et on va donc parler de plusieurs types de formations. Les formations formelles, diplômantes, les formations formelles non diplômantes et les formations informelles. Quand je parle de formation informelle, je parle de la formation sur le tas. Sur le tas, d'accord. Et il n'y a pas meilleure école de formation qu'une salle de rédaction. Même nous tous qui avons été à l'école, nous avons eu des éléments théoriques et c'est à l'épreuve de la salle de rédaction, c'est à l'épreuve de la conférence de rédaction que nous avons découvert le métier et que nous avons nous-mêmes découvert nos propres talents. Denis Kouébouton, maître, ou alors dites-nous déjà quels sont vos combats, vous, concernant la profession de journalisme au Cameroun. Alors, je suis avec beaucoup d'autres confrères journalistes pour un journalisme de qualité. Un journalisme de qualité, j'en ai jeté les grandes lignes tout à l'heure, c'est la prétention pour les professionnels de la presse à donner une information utile au public. À l'école, je dis aux étudiants ce à quoi sert une bonne information. Une bonne information sert à aider les citoyens d'un pays comme le Cameroun à se faire une bonne opinion sur les faits, sur les événements du pays. Une bonne information aide les institutions et les institutionnels à prendre les bonnes décisions. Soyez sur deux pôles, à quoi sert une bonne information. J'ai discuté avec certains amis avant d'arriver à cette émission. Je leur disais que est-ce qu'il est possible, lorsqu'un homme d'affaires se réveille de son lit le matin au Cameroun, de prendre un journal économique dans un kiosque qui lui donne les grandes tendances de l'économie nationale? Non. Je dis, il n'est pas possible pour un homme d'affaires, pour un opérateur économique, d'avoir un tableau de bord, d'avoir pour miroir la presse économique. Est-ce qu'il est possible pour les autorités camerounaises, quand elles vont à leur bureau le matin à 7h30, de prendre une bonne décision sur la base de ce qu'ils ont lu, de ce qu'elles ont lu dans la presse? Non. Est-ce qu'il est possible au Cameroun, chaque matin, lorsque vous allez dans un kiosque, de prendre les quotidiens d'information et avoir l'essentiel de ce qui s'est passé à travers le pays dans la presse? Non. Le meilleur organe de presse du Cameroun, n'a pas plus de 2 unités d'information par jour. C'est-à-dire, vous prenez un journal de 8 pages, 16 pages, 24 pages. Au meilleur des cas, vous avez 3 unités d'information. C'est-à-dire que si vous avez payé de l'argent, vous avez payé pour 3 articles. Même s'il y a 200 articles à l'intérieur. Ce n'est pas excessif, c'est vérifiable. Si quelqu'un veut vérifier demain, il va en kiosque, il prend les quotidiens, il compte le nombre d'unités d'information. Je n'ai pas parlé d'informations réchauffées. Ouais. C'est-à-dire que hier, voici ce qui s'est passé au Cameroun. Aujourd'hui, voici ce qui s'est passé au pays. Même quand on écoute la télé, la radio le soir, on n'a pas l'essentiel de l'information. Vous avez une radio, par exemple à Douala, en modulation de fréquence, qui ouvre son antenne par un fait divers à Maroua. Ça veut dire que le promoteur de la télévision ou de la radio ne sait pas ce qu'on appelle la modulation de fréquence. La modulation de fréquence, au sens technique du terme, à l'école de journalisme, je ne sais pas si on enseigne ça ici, c'est que votre chaîne de radio
peut atteindre au plus 100 km à vol d'oiseau. Tout ce qui est après les 100 km là, ce n'est pas la modulation de fréquence. Au Cameroun, vous avez une radio FM qui dit à tout le monde que non, vous savez que nous on couvre tout le pays. Vous couvrez tout le pays et vous avez la modulation de fréquence. La modulation de fréquence, c'est un rapprochement. On rapproche l'information de celui qui écoute. C'est pour ça que les radios internationales viennent au Cameroun prendre des positions en modulation de fréquence pour vous porter l'information là où vous êtes. Chez nous, au Cameroun, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, vous voyez qu'il y a, quand on parle de l'école de formation, qu'est-ce qu'on enseigne à l'école de formation? Est-ce qu'on a enseigné, on a appris aux gens à l'école de formation ce que c'est que la modulation de fréquence? Est-ce qu'on a appris à un journaliste camerounais ce que c'est que les ondes courtes? Est-ce que nous, on sait ce que c'est que les ondes moyennes? Quand on regarde les télévisions, j'entends parler, tout le monde dit seulement qu'on est sur satellite. Est-ce que les gens savent ce que c'est que les UHF? Est-ce qu'on sait encore ce que c'est que les VHF? Pourquoi est-ce que, sur le plan technique, on a eu tout ça dès le départ? C'est cette confusion-là qui fait que le journalisme au Cameroun est toujours à réinventer. 60 ans après l'indépendance, tout est à refaire. On est au niveau zéro. Moi, j'ai fait les autres pays. Et j'ai l'avantage, souvent, quand je voyage dans les avions, je rencontre des dirigeants camerounais. L'ancien directeur général de la CATV qui est aujourd'hui en prison, on s'est retrouvé, je crois, on venait d'Abuja, et il avait des journaux kenyans en main. Oh, il s'était levé, on a un peu parlé ce jour-là. Et c'est parce que quand un journaliste camerounais, un dirigeant camerounais regarde la presse étrangère, il a le courage de la comparer à la presse locale. En nombre de la pagination, c'est combien de pages? Vous savez qu'au sens de l'UNESCO, un journal se définit par rapport au nombre de pages, par rapport au prix, par rapport à la circulation. Et les journaux camerounais qui impriment 15 exemplaires par jour. Quand vous imprimez 15 exemplaires par jour, vous n'êtes pas un journal. Mais tout le monde dit habituellement que c'est un journal. Le journal, c'est par rapport, au nombre de pages, par rapport au contenu. Et je vous ai dit tout à l'heure que le meilleur journal offre 3 unités d'information. 3, le meilleur. Le reste, c'est qu'il y a... On réchauffe quelque chose, on fait ça une, ou on crée un événement, soi-même en tant que journaliste, et on donne l'impression qu'il s'agit d'un fait d'actualité. Donc, en gros, votre principal combat, c'est la formation. La formation des journalistes. Oui, parce que si on comprend bien, le public n'a pas toujours droit à la bonne information. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant pour avoir cette bonne formation-là? Alors, je vous ai déjà dit que, contrairement à la médiocrité de la presse, les journalistes ont gagné en qualité et en quantité. On a plus de journalistes. On a plus de bons journalistes maintenant qu'avant. Et il y a une fracture extraordinaire entre le nombre de bons journalistes qu'on compte dans le pays et la qualité de la presse. D'où la nécessité de séparer le métier de journaliste, le métier de directeur de publication, le métier de promoteur de radio, de télé. Ceux qui ont fait le tour ailleurs, si vous allez au Monde, si vous allez au Washington Post, vous allez au New York Times, si vous allez à CNN, peut-être on connaît qui est le promoteur de CNN, mais personne ne sait qui est le propriétaire du Washington Post. Vous ne savez pas qui est le propriétaire du New York Times. À USA Today, personne ne sait qui est. Je veux dire, dans la rue, on ne sait pas qui est le directeur. Au Cameroun, la personnalité la plus en vue dans un organe de presse, c'est le propriétaire. Pourquoi? Parce que on a fait du journalisme camerounais le commerce de l'information. On fait le commerce de l'information. Et puisque la radio, la télé ou la presse écrite est considérée par l'immense majorité des promoteurs comme étant une boutique, ils tiennent la caisse, ils font la comptabilité, c'est-à-dire les caissiers, comptables, ordonnateurs, de recettes et de dépenses. Parce que c'est un commerce. Le journalisme n'est qu'un prétexte. C'est le prétexte de ce commerce-là. Si c'était l'information, vous ferez comme ailleurs où vous arrivez, on vous présente le directeur de l'information ou le rédacteur en chef. Ici, vous entrez un visiteur arrive au siège d'un journal, il va voir le directeur de publication. Le directeur de publication
et le représentant moral du journal ou de la télévision, la radio. D'où vient-il donc que c'est lui qui accueille une source d'information qui arrive? Les sources d'information ont vocation à aller au contact des reporters et des journalistes. Ouais. Sauf au Cameroun où on arrive d'abord chez le patron. Quand la source d'information arrive chez le patron de presse, il y a une information sur une entreprise X qui n'a jamais payé de salaire depuis 20 mois, qui ne paye pas de sécurité sociale depuis 3 mois. C'est que le patron de presse fait, c'est qu'il prend le dossier, il prend la tâche commerciale avec ceux qui sont mis en cause dans cette information. Il fait la transaction. Il y a aussi donc, il y a la transaction informationnelle et la transaction financière en journalisme au Cameroun. Ça n'a rien à voir avec notre métier. S'il faut que la presse change, première chose, il faut une loi sur la presse. Il n'y a pas de loi sur la presse au Cameroun. Il y a des textes sur la presse. Il faut une loi unique qui doit dire comment on crée la radio, comment on crée la télévision, comment on crée un organe de presse écrite. Aujourd'hui, c'est avec $2 qu'on crée un organe de presse écrite. Moins de $2. $2, c'est à peu près 1100 francs. Donc, pour créer un journal, un organe de presse écrite maintenant, c'est 1000 francs. Moins de $2. À toutes les conférences internationales où nous avons été, on explique à ceux qui viennent des autres pays qu'au Cameroun, vous avez besoin de $2 seulement pour créer un organe de presse. Il y a des pays à côté là, où pour devenir journaliste, vous payez la licence, $10 000. Pour vous enregistrer comme journaliste, vous devez payer $10 000. Payer $10 000, qui est l'équivalent de beaucoup de millions de francs CFA pour être journaliste. Si vous devez payer $10 000 pour devenir journaliste, il faut qu'on fixe une caution minimum, par exemple, de 200 millions pour créer un organe de presse écrit au Cameroun. Pas qu'une personne quelconque, parce qu'on vient de nommer son ami ministre, crée ce qu'il appelle un organe de presse pour polir l'image du ministre et salir l'image des concurrents du ministre. Ça, ce n'est pas le journalisme, c'est le commerce de l'information. D'accord. On poursuit avec la loi sur le journalisme. Donc, cette loi sur la presse-là, on doit régler les questions de formation des journalistes. On forme les journalistes comment? Quel est le curriculum de formation d'un journaliste? On ne doit pas, chaque école ne doit pas former les journalistes comme elle veut. Il doit y avoir un contenu minimum agréé pour la formation des journalistes, quel que soit l'endroit. Donc, l'ESTIC n'a pas à former les journalistes avec ses modules. Les instituts de BTS avaient leur module. Et le module, vous savez que le module camerounais, c'est un module académique qui, en réalité, n'a rien à voir avec la formation professionnelle. La formation professionnelle doit être faite sur la base des modules professionnels. Au Nigeria, où j'étais, l'école de journalisme, au départ, c'était l'UNESCO, les propriétaires des médias, les patrons de presse du Nigeria, l'Union des journalistes du Nigeria et l'État. 4 propriétaires. Vous voyez que l'UNESCO, sur le plan d'éducation, a un certain nombre de l'expertise. L'Union des journalistes de ce pays doit être actionnaire à l'école de journalisme, ou partie prenante, soit actionnaire, soit partie prenante. Les propriétaires de médias doivent indiquer quelle est la qualité qu'ils recherchent et, n'est-ce pas, que l'Union des journalistes aussi doit avoir voix au chapitre. Quand on formait, moi, dans mon école, on formait en relations publiques, il y avait des gens qui faisaient relations publiques et publicité. Et c'est l'ordre national des relations publiques, l'Institut national des relations publiques, l'Institut national de la publicité qui s'occupe des aspects-là et l'Union des journalistes s'occupe du contenu de la formation. Au Cameroun, c'est dans un bureau au ministère que des ressources, vous savez qu'au ministère de l'enseignement supérieur, pour avoir pour responsable quelqu'un qui est maître d'éducation physique et sportive, qui est même chargé des programmes. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est des gens qui n'ont pas pour formation à la base la formation des journalistes. C'est eux qui conçoivent les modules de formation en journalisme. Ça ne devait pas être le cas. C'est les organisations professionnelles de la presse qui devaient peser sur la formation des journalistes. Parce que tous les jours, on a quand même un tableau de bord. On connaît l'état des lieux. Ceux qui emploient les gens à la télé, à la radio et à la presse écrite savent quel est le niveau de demande. Et on devait mettre tout ça ensemble au niveau des écoles de formation pour concevoir des modules
adapté aux besoins du marché. Le nombre de personnes qui passent au BTS par an devait être fixé par ceux-là qui ont une vue sur le marché de l'emploi. Le nombre de personnes qu'on admet à l'ESTIC devait être fixé par soit l'État qui a besoin d'absorber des produits de ces écoles et les entreprises qui en ont besoin. Pour l'instant, ici, on lance des formations, formations professionnelles sans rechercher, n'est-ce pas, l'adéquation avec les réalités et les besoins du marché. Est-ce que vous avez, je dirais quoi, mené comme un plaidoyer pour que cela soit mis en place? Vous savez, ici, au Cameroun, on nous demande tous les jours qu'il faut que l'hôpital aille chez les malades. Alors que, de façon générale, c'est le malade qui va à l'hôpital. Vous êtes un professionnel au Cameroun. Pour que vos idées passent, pour aider votre pays, vous devez faire des démarches. Vous devez négocier pour que vos idées, votre contribution au devant de votre pays passe. Vous devez aller négocier, aller demander des audiences chez quelqu'un, vous asseoir là, pour rencontrer un ministre peut-être de la communication ou le ministre, c'est pas, de la fonction publique, pour le convaincre de ce que vous avez des propositions pour aider le pays. Si moi j'ai tout ce temps-là avec d'autres camarades, on peut soit être en train de créer un article ou en train d'aller à sa plantation. L'État est chargé d'organiser la société. Très bien. L'État n'est pas chargé de demander aux populations d'organiser la société. Okay. C'est eux qui organisent. Denis Kobo, tout à l'heure, vous avez relevé qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bons journalistes. Alors, est-ce que ça fait pas un peu bizarre aujourd'hui que ces journalistes soient de plus en plus accusés ou alors cités dans des dérives liées au métier? Pourtant, ils sont bons. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que nous constatons que beaucoup de promoteurs des médias font le commerce de l'information. Ils font le commerce de l'information et l'effet induit le plus visible, c'est que il y a une prime à la débauche dans la presse. Quand vous êtes dans un organe de presse écrite ou à la télévision, et le promoteur vient vous donner un article clé en main, il vous dit de mettre votre nom. Quelle est la qualité du journal qu'il veut fabriquer? C'est-à-dire que vous allez au champ avec votre fils, vous volez dans les champs d'autrui, vous marchez avec votre fils, vous soutirez le portefeuille d'autrui. Vous êtes en train d'apprendre quoi à votre fils? Vous lui apprenez le banditisme. Donc si le promoteur des médias, si le rédacteur en chef d'un organe de presse fait le commerce de l'information, s'il vous apprend à ne pas respecter l'éthique et la déontologie, c'est une prime à la débauche. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de bons journalistes, sauf qu'il manque de plus en plus de plateformes pour une meilleure expression de ces journalistes-là. Quand vous voyez les pharmacies, si vous n'êtes pas pharmacien, vous ne pouvez pas avoir une officine. Donc, il n'y a pas d'officine pour un commerçant. L'officine pharmaceutique, c'est pour un pharmacien. Pour avoir un cabinet d'avocat, vous êtes un avocat. Pour avoir un cabinet dentaire, vous êtes dentiste. La seule chose qu'on peut faire, même si on est fou, on marche dans la rue, c'est avoir une télévision, avoir une radio, avoir un organe de presse écrite. Ça, c'est pas mal. La loi peut le permettre. Sauf que, dans le cadre même des pharmacies, lorsque vous avez une entreprise pharmaceutique qui est une société anonyme, il y a ce qu'on appelle le pharmacien responsable. Le pharmacien responsable, c'est lui qui connaît le métier. Le promoteur de l'industrie pharmaceutique n'est pas le pharmacien responsable, parce que lui, ce n'est pas son métier. Donc, au Cameroun, la loi sur la presse dont on parle doit faire en sorte qu'il y ait un journaliste responsable pour la presse écrite, journaliste responsable pour la télé, journaliste responsable pour la radio. Que ce ne soit pas le promoteur qui n'est qu'un actionnaire majoritaire. Moi, je marche heureusement avec des grands barons de l'industrie
qui ne sont jamais passés quelque part pour dire au directeur ou au sous-directeur que c'est leur affaire. Non, il y a des spécialistes sur chaque segment dans l'entreprise. Au niveau de la presse, donc, il faut que le contenu médiatique soit contrôlé par le journaliste et non le directeur de publication ou le promoteur. Le contenu journalistique. Moi, je ne veux pas... Est-ce que là, c'est pas trop facile de remettre tout sur le promoteur? Est-ce qu'on doit donc dire que les journalistes sont propres, ils sont blancs comme neige dans ces situations-là? Vous savez, le socle de la révolution, c'est l'organisation. C'est la qualité de l'organisation, de la structure, de la superstructure médiatique, des infrastructures médiatiques qui détermine la qualité des produits médiatiques. C'est la structure là. Donc, ce qui va faire la révolution dans la presse, ce n'est pas M. Denis Kwebo et ses camarades membres du syndicat national des journalistes du Cameroun. Ce qui va faire la révolution, c'est la mise sur pied des institutions solides, chargées du process médiatique qui va de la mise sur pied d'un organe de presse à sa conduite quotidienne à travers les rédactions. C'est ça, il faut que la loi de la presse résolve ce problème. Il faut que la loi au Cameroun puisse résoudre la question de l'actionnariat des entreprises de presse. Nous étions à Durban, il y a de cela 3 ans, à une conférence qui se tenait en marge de la conférence de Palu, la conférence panafricaine des avocats. Et on a identifié les sociétés à responsabilité limitée comme le plus grand danger qui menace la presse à travers le monde. On ne peut pas permettre à un individu, fût-il le plus beau des Camerounais, d'avoir un organe de presse. Il faut qu'il y ait un actionnaire, que les entreprises soient en société anonyme, avec plusieurs actionnaires, pour qu'une seule personne ne fasse pas du clientélisme ou du clientélisme financier ou du clientélisme politique, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au Cameroun, quand la presse ne fait pas le clientélisme politique, la presse fait le clientélisme financier. Et ça tue le métier des journalistes parce que il n'y a pas... Vous voyez que le principe fondamental qui fait l'efficacité en justice, c'est la sanction. Vous voyez, quand on laisse libre cours à toutes sortes de pratiques, ça ne marche pas. S'il y a des sanctions qui guettent un journaliste ou un promoteur de médias qui n'opère pas selon les lois ou les règlements ou la loi sur la presse, il n'y a rien. S'il n'y a pas de loi. On dit que il faut déposer carte exemplaire du journal à la préfecture, aux archives. Personne ne doit avoir une radio, une télé, un organe de presse écrite. Et vous avez des gens qui ont la radio, la presse écrite et la télévision dans leur chambre. Tout le monde sait que ça a. La loi dit que même si vous opérez en prête, non. Vous devez payer devant la justice. Sauf que ça se fait au Cameroun. Il y a plusieurs médias, des conglomérats interdits par la loi. La loi interdit aux organisations politiques de détenir les médias sous toutes les formes, sous n'importe quelle forme. Aujourd'hui, on a des hommes politiques reconnus qui ont des organes de presse ou qui sont actionnaires majoritaires des organes de presse. C'est-à-dire que la loi est là, personne ne l'applique. Oui. Quand il en est ainsi, vous ne pouvez pas nous demander à nous ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait donc une loi qui est cohérente. La loi est cohérente parce que, 1, elle existe. 2, le non-respect d'une telle loi est punishable by law, est punissable par la loi. Si ce n'est pas le cas, on aura le grand désordre qu'on observe actuellement. Donc finalement, ce grand désordre-là, il faut mettre sous la coupe de la mauvaise organisation. Bien sûr. Vous allez me dire si c'est toujours dans ce cas-là. Le Cameroun, on le sait, traverse depuis quelques années de nombreuses crises sécuritaires et encore les journalistes sont indexés. Qui, de connivence, de partiser, de servir d'intelligence ou de base logistique, parfois aux séparatistes ou aux terroristes. Est-ce que là encore, c'est une affaire d'organisation ou alors c'est exagéré ou il y a quelque chose de fondé quand même dans ces accusations-là?
je suis très à l'aise avec cette question et elle est essentielle pour amener à une meilleure compréhension du travail des journalistes. Là, il faudrait qu'on s'attarde là-dessus. Je suis venu en entretien au titre en tant que président du syndicat national des journalistes du Cameroun et en tant que journaliste professionnel très soucieux du respect des règles d'éthique et de déontologie. Je prends un exemple. Je travaille comme journaliste d'investigation sur les questions de défense et de sécurité, les questions de transparence, les questions d'opacité aussi, sur le crime transfrontalier. Ce sont des questions que j'aime. De mutation au quotidien le jour, j'ai touché aux questions très sensibles. Très, très sensibles. Et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu de problème quand j'ai interviewé pendant des années des pirates dans la péninsule de Bakassi. Quand nous avons publié au niveau du quotidien le jour un certain nombre d'éléments très, très en profondeur sur Boko Haram, je n'ai jamais eu de problème avec la justice. Personne ne m'a jamais accusé d'être de connivence avec les gens que j'interviewe. Pas du tout. Je ne vais pas parler de l'épisode où les gens ont voulu m'empêcher de les dénoncer à cause de leur connivence, leurs accointances avec Boko Haram, ce qui a valu une tentative d'assassinat. Heureusement que ça ne pouvait pas aller au-delà de cette tentative. Donc, il y a ce qu'on appelle la franchise professionnelle. Je souhaite que ceux qui ont une parcelle de pouvoir nous écoutent et nous regardent aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans notre pays et c'est pas... bon, peut-être avec le temps, ça va évoluer. La franchise professionnelle voudrait que dans le cadre de l'exercice de son métier, un journaliste soit protégé dans le cadre de l'exercice de son métier. Lorsque j'allais en immersion dans la péninsule de Bakassi, il est arrivé, moi je ne l'ai jamais dit par exemple, il est arrivé que je sois interpellé un jour par une patrouille de l'armée. Quand j'allais en abordage auprès des pirates de la péninsule de Bakassi, jusqu'au jeudi du Delta, je n'avais ni passeport, ni carte d'identité, ni carte professionnelle. Je n'ai rien sur moi. Je n'ai aucun document sur moi quand je pars. Rien. J'ai été interpellé une fois et j'ai expliqué aux militaires pourquoi j'étais en mer, pourquoi je n'avais pas de papier sur moi et ils m'ont dit d'être prudent, ils m'ont laissé partir. Cela participe de la franchise professionnelle. C'est-à-dire qu'un journaliste peut être amené à aller dans une zone sans carte d'identité, sans aucun document, sauf que lorsque les autorités compétentes l'interpellent, il doit avoir le tact, le tempo nécessaire pour expliquer sa mission en tant que journaliste. C'est qu'à l'école de journalisme, on vous oblige et on nous oblige, on m'oblige à toujours décliner mon activité, mon identité de journaliste si c'est nécessaire. Vous n'allez pas prétendre être autre chose. Donc, même si vous êtes interpellé par les gendarmes ou les policiers ou les militaires, vous ne vous affolez pas. Vous allez leur expliquer la franchise professionnelle pour dire, voici pourquoi je n'ai pas de papier sur moi, c'est parce que je vais à tel endroit et même si vous ne donnez pas, vous devez la dire. Ce sont les autorités de notre pays. Les militaires qui sont là, c'est les militaires camerounais, qui appartiennent à l'armée nationale qui défend les intérêts du Cameroun et de ses populations. La police camerounaise et la police nationale camerounaise qui défend les citoyens camerounais, y compris les journalistes, voilà, à commencer par les journalistes. C'est la même chose pour les gendarmes, pour le BIR. Donc, dans la franchise professionnelle, donc, il y a des choses que les autorités des pays accordent. Derrière la carte de presse, il est écrit « Le détenteur de cette carte est un journaliste professionnel.
nous prions les autorités de tous les pays à leur accorder the usual courtesy of the press, à leur accorder les facilités usuelles pour les journalistes. C'est-à-dire, quand une autorité voit un journaliste en service, elle est priée, ce n'est pas un ordre, d'accorder la facilité à ce journaliste. Tout à l'heure, nous avons dit pourquoi le journaliste travaille. Il travaille pour deux raisons. Donc, l'information qu'il va rechercher là, c'est pour aider les institutions à prendre les bonnes décisions. C'est pour aider les populations à avoir une bonne opinion sur ce qui se passe. Donc, le journaliste n'est pas en train de faire un travail autre que celui d'informer les citoyens. Alors, il y a des travers. Et le syndicat national des journalistes du Cameroun a pour module de formation passe-partout, quelle que soit la formation que nous faisons. Même au meeting, premier module, les bonnes pratiques professionnelles. Vous en êtes témoins, ceux qui ont déjà suivi ce que nous faisons. Quel que soit le rassemblement que nous organisons, premier point à l'ordre du jour, les bonnes pratiques professionnelles. Parce que le fondement de notre corporation, c'est la communauté de pratiques. Donc, nous sommes des journalistes parce que nous tous, membres d'un syndicat, parce que nous tous nous exerçons le journalisme. Et quand on dit communauté de pratiques, ça veut dire qu'on partage les valeurs communes. Les valeurs communes en journalisme, c'est l'éthique et la déontologie à travers la charte universelle qui est celle de Munich. Donc, si vous voulez vous présenter comme tel, vous devez adhérer à la charte universelle. Et ça me permet donc de répondre même au sous-entendu de votre question. Il se trouve maintenant que, quand je vais sur la toile, que fait Denis Kwebo? Que fait le SNJC? Monsieur X est en prison. Monsieur Y est en prison. Est-ce que le syndicat national des journalistes du Cameroun est devenu un tribunal? Est-ce que le syndicat est une cour de justice? Est-ce que le président est un juge? Il se dit, ce sont des journalistes. Est-ce qu'on doit comprendre que ceux qui sont interpellés n'ont pas je viens. On a fait d'aller. Non, on a fait d'aller. On va répondre. Je veux dire que c'est le point focal même de cette émission. Donc, le syndicat est une organisation qui, sous les conventions du travail, est chargée de défendre, promouvoir même, les intérêts socio-professionnels des membres par extrapolation de la corporation, parce que sous la convention numéro 98 de l'Organisation internationale du travail portant sur le principe de la négociation collective, le syndicat agit pour et au nom des travailleurs. À ce moment-là, il suffit d'être travailleur de notre secteur d'activité pour bénéficier de notre défense et de la promotion de vos intérêts socio-professionnels. Cela suppose que, 1. La loi nous permet de défendre nos membres. Par extrapolation, la loi nous permet de défendre un non-membre qui est officiellement membre de la corporation. C'est-à-dire, à défaut d'être membre du SNJC, vous êtes employé de STV. Donc, sous le principe, le corporatisme est né de là, c'est-à-dire sous la 98, c'est collectif, ce n'est pas des individus. Et là, le syndicat peut être fondé à vous défendre, vous, qui êtes membre de la corporation, employé de STV, sans être membre du syndicat. SNJC. Sous ce même principe, le syndicat n'a pas le droit, sous la loi, d'aller défendre un monsieur Y qui est au quartier et qui a eu un problème avec son voisin, même s'il se réclame journaliste. Parce que un journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui a une formation en journalisme ou quelqu'un qui se réclame tel. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a une activité journalistique. Et l'activité journalistique se déroule sur 3 endroits à peu près. La télévision, la radio, la presse écrite ou la presse cybernétique. Je n'ai pas des réseaux sociaux. Facebook n'est pas un organe de presse. Twitter et WhatsApp, ce sont des réseaux sociaux. Ce n'est pas des organes de presse. Donc si dans votre quartier à Loum ou à Yombe ou à Mintom, il vous arrive d'écrire des chroniques sur Facebook, nous ne sommes pas de la même corporation. Vous êtes de la corporation, peut-être des journalistes qui sont sur Facebook. Mais si vous êtes journaliste ayant une activité journalistique connue, même à l'international, dans des organes de presse, ou sur le plan national, dans des organes de presse
nous, on peut, par corporatisme, vous défendre. Alors, la défense veut dire que nous ne sommes que votre conseil. J'espère que les gens nous regardent. La défense, c'est comme un avocat constitué par un citoyen accusé de meurtre ou d'assassinat. Donc le syndicat est dans son conseil. Nous allons devant le juge, devant le tribunal, pour présenter les éléments de défense de notre client, qui est un travailleur des médias. Il faut donc que tous ceux qui regardent sachent que quand nous nous mobilisons pour Oriane ou n'importe quel journal de STV ou de notre télévision, nous ne sommes pas en train de dire qu'il existe une théorie d'impunité, de prime à l'impunité pour le journaliste. Nous sommes seulement son conseil et on doit respecter les droits de la défense. Parce que même le plus grand criminel du monde a droit à une saine administration de la justice. Et là, vous voyez comment les gens, quand nous sommes sortis il y a déjà quelques jours, pour Azizi, mes amis qui ont quadrillé tout droit là, qui ont sorti tout ce qu'ils avaient comme éléments, parce qu'ils ne savent pas, quand la police encercle tout Bonanjo, la police ne sait pas quel est le rôle d'un syndicat. Effectivement, je me rends compte que la police, la gendarmerie, l'armée, ils ne savent pas quel est le rôle d'un syndicat. Le syndicat, c'est le conseil des travailleurs des médias. Nous ne sommes pas venus manifester. On ne va pas voir le gouverneur, nous allons voir le gouverneur du littoral pour lui remettre une correspondance destinée au chef de l'État, président de la République du Cameroun, pour demander au chef de l'État d'apprécier les éléments en notre possession, en contradiction avec les éléments publiés par la défense, c'est-à-dire par le ministère de la Défense. Oui. Nous n'avons pas dit que c'est nous qui avons raison. Nous croyons que nous avons une version des faits et que les services de défense et de sécurité ont aussi une version. Nous demandons au chef de l'État de nous aider dans cette situation de conflit et de version à faire la lumière. Pourquoi faire la lumière? Faire la lumière pour qu'on ne pense pas qu'au Cameroun, n'importe qui se rend en justice. C'est pour défendre l'image du Cameroun que nous avons insisté que cela soit fait. Parce que quand cela est fait, il y a chez nous, à l'ouest dans notre tradition, le Kadi. Quand on fait le Kadi, c'est vrai, pourquoi ça fait pas? On ne peut pas dire dans une maison qu'il y a eu vol dans la maison. Tout le monde devient voleur dans la maison. Ouais. Il faut que l'affaire soit tirée au clair, afin que nous n'en ignorions. Pour que le crime, le délit, la faute d'une personne ne soit pas répandue sur toutes les personnes. Si, pour le cas Ouazizi, une commission d'enquête établit d'abord dans les faits antérieurs à son décès, que voici les faits qui lui étaient reprochés, voici les éléments de preuve, voici ce qui s'est passé pour qu'il décède, c'est tout ce que nous demandons. Nous ne devons pas demander qu'on mette, qu'on fasse, comment dire ça, une opération, expédition punitive contre qui que ce soit. Nous n'en voulons pas à l'armée nationale du Cameroun, nous n'en voulons pas à notre police, nous n'en voulons pas à notre gendarmerie. Nous demandons que la situation là soit clarifiée. Nous sommes des journalistes. La clarification, c'est la fonction du journaliste. Donc la bonne information doit pouvoir exorciser tout. Surtout que les autorités, je ne veux pas prendre tout mon pays, les personnes qui prétendent parler au nom des autorités établies, oublient qu'il y a faute. Votre faute, c'est d'avoir apparemment des informations assez capitales et d'avoir caché aux journalistes. Vous pensez que si on révèle aux Camerounais que M. Denis Kwebo, président du SNJC, est non seulement un terroriste, complice des terroristes, complice des braqueurs, vous pensez que les gens vont me soutenir? Si vous révélez cela, les gens qui m'aiment beaucoup vont dire, ok, voilà, il faut que M. Kwebo soit présenté à un juge. Et le juge va apprécier les éléments.
me condamner si ce sont des éléments probants, me relaxer si ce n'est pas des éléments probants. C'est pour le règne de l'état de droit que nous nous battons. Et vous voyez que ça répond à la question. Il ne faut pas, et là j'insiste dessus, que les journalistes qui nous agressent sur Facebook, parce qu'ils sont payés par le régime qui aime bien la rente, distribuer les grains de maïs pour faire que les gens aillent dire des bêtises. Il faut que ces citoyens-là, journalistes, sachent que le syndicat n'est pas là pour promouvoir la prime à l'impunité. Le syndicat est là justement pour protéger le métier. Et l'un des éléments clés de la protection de notre métier, c'est de le défendre contre des personnes qui font autre chose que l'activité reconnue par les règles d'éthique et de déontologie. Nous, si on nous signale en temps réel qu'un journaliste s'est rendu coupable de telle pratique, même de façon conservatoire, nous, la preuve c'est que nous avons chassé des soi-disant journalistes de notre syndicat. Ces journalistes, avec l'aide du gouvernement, ont créé d'autres syndicats. C'est des gens que nous avons chassés du SNJC pour des pratiques de chantage, pour des pratiques de corruption avérées. Le SNJC a dit qu'on ne veut pas faire avec eux. Mais ils partent au sein des organisations promues par le gouvernement. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on défend notre chapelle. Nous ne sommes pas là pour juger et évaluer les autres. Donc, le problème est, pour sortir également de cette question, il n'y a aucun journaliste membre du SNJC qui est en prison pour avoir commis une faute professionnelle. Vous avez la certitude? J'ai la certitude, en tant que président du syndicat, qu'aujourd'hui au Cameroun, il n'y a aucun membre du SNJC en prison pour avoir commis une faute professionnelle. Tous les journalistes membres du SNJC qui ont eu des ennuis avec la police, la gendarmerie ou l'armée ont été relaxés purement et simplement. Lorsque nous sommes rendus auprès des autorités pour leur dire voici notre membre, voici ce que nous savons de lui, voici ce que nous savons de sa pratique professionnelle. Il faut reconnaître ce qui est fait en bien dans ce pays. Donc chaque fois que nous avons pu expliquer aux autorités que voici les éléments professionnels, techniques à notre disposition qui montrent que ce journaliste professionnel il a été libéré. Il y a des journalistes qui sont... les gens s'amusent à dire que nous au syndicat on appelle ça les accidents de travail. Un journaliste qui est interpellé au cours d'une manifestation publique est victime d'un accident de travail. Quand les policiers, les gendarmes ou les militaires sortent de chez eux, ce n'est pas pour venir arrêter Denis Kwebo ou vous-même. Ils viennent faire leur travail. Nous aussi, on vient faire notre travail. Chacun vient faire son travail. Donc, quand on interpelle le journaliste, quand il parle de la franchise professionnelle, il indique sa qualité professionnelle. Et chaque fois que nous avons indiqué la qualité professionnelle, notre membre a été mis hors de cause. Et je dis c'est systématique. Il n'y a que le cas Ouazizi qui a connu le sort actuel et nous imaginons pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a connu le cas, si vous permettez? Le jour où nous apprenons l'interpellation d'Ouazizi, c'était le 4 août 2019. Nous étions en formation à Bonanjo, à la délégation de l'agriculture, avec la Fédération internationale des journalistes. Sur le champ, nous avons mobilisé la section SNJC du Sud-Ouest. Personnellement, j'ai parlé avec les responsables du commissariat qui m'ont expliqué le problème. Et m'ont dit que ce serait bien qu'on se parle en face. D'accord. Nous avons envoyé une délégation de 6 personnes au commissariat et ils ont eu des explications. Ces explications ont été transmises aux confrères du Sud-Ouest et même au niveau national. On a dit, voilà un confrère qui a tel problème, voici où on en est. Aussitôt cette information donnée, nous avons requis les services d'un avocat. Parce que quand nous rendons compte qu'un de nos membres a des ennuis qui ne sont pas liés à la pratique professionnelle, on n'a pas dit qu'il a diffamé quelqu'un. C'était la diffamation, nous-mêmes, on est nos propres avocats en matière de diffamation parce que c'est nous qui maîtrisons les canons du métier.
Mais si on dit que il y a d'autres types d'accusations contre vous, nous, on cherche le spécialiste, on a pris un avocat. Rendu à l'état où on a pris un avocat, nous, on n'est pas descendu dans la rue. On n'a pas descendu dans la rue puisque l'affaire est entre les mains des éléments de la police judiciaire. Au niveau du commissariat, un procès verbal a été dressé et nous l'avons suivi en repérage. Le dossier a été transmis au commissaire du gouvernement. Une fois le dossier transmis au commissaire du gouvernement, nous pensions que ça, l'avocat pouvait faire son travail. Sauf que dès que cette affaire, le dossier est transmis au commissaire du gouvernement, Ouazizi disparaît. Il ne disparaît pas d'ici la police. Il y a des éléments de l'armée qui sont allés le prendre. Ils ont signé un bordereau. Alors, comme nous savons que l'armée a signé un bordereau, c'est l'armée de notre pays, nous n'avons pas à aller dans la caserne manuelle. Les gens nous disent pourquoi nous n'avons pas un commando pour entrer dans les casernes militaires. Quand un citoyen est dans une caserne, il suffit que nous sachions où il est pour savoir que justice sera rendue. Donc, nous, on a laissé Ouazizi entre les mains de l'armée. On a constitué un avocat, sachant qu'il va être présenté devant le tribunal pour que, ensemble, comme tous les Camerounais aussi, nous on soit informés des faits qui lui sont reprochés, qu'on voit les éléments à charge, qu'on voit ces éléments de défense. Si les éléments à charge triomphent sur les éléments de la défense, le juge militaire va rendre son verdict et les journalistes ne vont pas, n'est-ce pas, se mettre sur le chemin de la justice. Parce que porter entrave à la manifestation de la justice est une faute au Cameroun. C'est puni par la loi. Voilà pourquoi nous, on avait pensé que notre action du terrain s'était arrêtée pour qu'on aille sur le champ judiciaire, sachant qu'au cours des audiences, on allait couvrir les événements et les procès et voir. Et l'avocat a posé un acte de droit en demandant la liberté provisoire de Ouazizi. Quand il demandait une telle liberté provisoire, c'était l'occasion. Parce que la loi dit au Cameroun que lorsque vous intentez une procédure en demande de liberté provisoire chez le juge, on est obligé de produire la personne dont on demande la mise en liberté provisoire. Donc, c'était la ligne choisie par l'avocat pour obtenir que Ouazizi soit vu. Et pendant 10 mois, d'audience en audience, 14 renvois, on ne l'a jamais vu, il n'a jamais été produit conformément à la loi devant le tribunal pour être donné pour mort 10 mois après. Et quand il est donné pour mort 10 mois après, tout le monde peut donc comprendre pourquoi depuis 10 mois, l'affaire était renvoyée chaque jour. Ça veut dire que les gens savaient que la personne dont on demandait la liberté provisoire n'existait plus. Un tribunal camerounais compétent ne demande pas où est la personne dont on demande la liberté provisoire depuis 10 mois. Alors, lorsque l'information est publiée, nous avons le droit le plus absolu de penser que quelque chose de grave ou de pas bien s'est passé. Dans cette suspicion légitime-là, à cause de cette suspicion légitime, nous demandons qu'il y ait une commission d'enquête. Comme souvent pour d'autres affaires, même dans les actes de la circulation, on demande une expertise technique, on demande une contre-expertise technique pour être fixé une fois pour toutes. Voilà et ça répond grosso modo à la question sur ces journalistes qui ont mal à partir. Ce n'est pas une question de formation ou une question de... Il n'y a pas trop de journalistes en prison pour la pratique professionnelle. Par contre, il y a des journalistes en prison. Et les faits qui leur sont reprochés, ce n'est pas la diffamation. Ce n'est pas la publication de fausses nouvelles, c'est d'autres choses. Est-ce que pendant les 10 mois, on peut dire que le SNJC a fait un follow-up régulier de cette affaire? Est-ce que pendant ces 10 mois-là, jusqu'à il y a quelques jours, est-ce que vous avez suivi le dossier de bout en bout? Entre le 2 et le 3 mai 2020, nous avons posé 2 actes. Nous avons écrit une déclaration publique où nous prions le chef de l'État d'accorder la clémence pour tous les journalistes qui sont en prison. Nous l'avons fait cette année-ci, le 3 mai. Le 3 mai 2020. Nous avons demandé la clémence. Pourquoi nous demandons la clémence? Nous demandons la clémence parce que
nous connaissons ce qui est reproché à la plupart des journalistes qui sont en détention. Alors, au lieu d'aller sur le terrain, c'est-à-dire que frontal, sachant que ce qui est reproché à nos confrères, ce n'est pas leur pratique professionnelle, c'est-à-dire que ça sort du champ du syndicat, ça sort de notre champ de compétences. La matière qui nous intéresse, c'est la matière socio-professionnelle, c'est-à-dire on vous a renvoyé investissement au travail, on a confisqué votre matériel, on vous a bloqué l'accès à votre lieu de service, on ne vous a pas affilié à CNPS, on ne vous a pas cotisé. Quand on vous accuse d'autres choses, si on vous accuse de n'avoir pas payé votre loyer à la maison, si vous n'avez pas payé votre loyer, le syndicat n'intervient pas de la même façon. Le syndicat peut faire l'acte de diplomatie syndicale auprès de votre bailleur pour expliquer qu'en réalité, vous avez des problèmes au service, les salaires ne sont pas payés régulièrement et que lorsque la situation de l'entreprise sera bonne, nous allons nous charger d'encourager notre membre à aller payer son loyer. Le syndicat ne peut pas aller au tribunal, bloquer l'accès du tribunal parce qu'il y a un journaliste qui est jugé pour filouterie de loyer, par exemple. Ou si vous êtes accusé, je ne veux pas penser d'autres types qui peuvent être des dégâts. Vous êtes accusé de viol. Si vous êtes accusé de viol, vous pensez que le syndicat va aller bloquer l'accès. Si vous êtes enlevé de STV, injustement à minuit, même le BI ne peut pas nous stopper. Et là, il faut que les gens le sachent. Personne ne peut nous empêcher de défendre un membre qui est victime d'abus. Il y a une différence entre les abus et des accusations graves. Quand l'accusation est grave, vous voyez, le syndicat évolue sur plusieurs tableaux. On peut aller au front, on peut aller à la diplomatie, on peut aller à la négociation. La Convention 98 porte sur la négociation. On négocie quand on sait que la matière querellée sort de l'ordinaire, prenons ça comme ça. Donc, je parle comme un syndicaliste très mesuré, hein, parce que il y a des choses que je ne veux pas verser. Est-ce que demander la clémence le 3 mai, est-ce que c'était pas aussi... je veux dire, c'est depuis août 3 mai, c'est important. Ça, c'est le 3 mai. Oui. Ça, c'est le 3 mai. Avant le 3 mai, avec le Comité pour la protection des journalistes, un ensemble d'organisations syndicales et des organisations de la société civile avaient également demandé, ils avaient fait la même demande. La Fédération africaine des journalistes, dont je suis membre du comité directeur, a fait une déclaration sur les journalistes en prison. Ce n'est pas seulement pour les journalistes camerounais, autant pour la corporation au niveau international. Donc, votre question, c'est la question que même ceux qui ont tué Ouazizi nous posent. Ceux qui ont tué Ouazizi nous demandent que nous on faisait quoi. Oui, c'est très grave. Et j'ai envie d'exploser. Lorsque vous avez un mort encombrant sous les mains, son esprit vous hante. Vous demandez à la victime que nous sommes de se justifier. Pourquoi est-ce que tout le monde nous demande de nous justifier alors que on a un camarade qui est mort? Vous imaginez que quelqu'un perde son fils, vous débarquez, au lieu de le consoler, au lieu de lui présenter vos condoléances, vous dites pourquoi vous avez laissé votre fils mourir. C'est-à-dire que celui qui est accusé de la mort de votre fils vous demande pourquoi vous l'avez laissé mourir. Ça vous voyez que tout ce qu'on nous dit là, les gens sont en train de vouloir nous radicaliser. Le syndicat des gens du Cameroun, ce n'est pas un syndicat de voyous. Ce n'est pas un syndicat de personnes irresponsables. C'est un syndicat qui est dirigé par les syndicalistes. Les syndicalistes qui sont rompus à la tâche et qui ont l'avantage d'être de bons professionnels. Donc vous ne pouvez pas nous piéger. Les gens nous piègent. Quand nous sommes sortis pour aller à Bonanjo, vous savez pourquoi la police est sortie? La police voulait que nous on crée un incident. J'ai discuté avec tous les officiers supérieurs qui étaient là de police, qui étaient là, lui, le divisionnaire. Le CNC n'est pas sorti pour faire une manifestation de rue. Nous sommes en train de nous rendre chez monsieur le gouverneur, remettre un courrier du président de la République. Et parce que les gens voulaient qu'on se radicalise, le gouverneur a dit qu'il faut qu'on nous amène et que si on ne veut pas s'exécuter, qu'on nous fasse ça dur. J'entendais ce qui se disait dans les radios des policiers. Le préfet disait que c'est surtout celui-là, celui qui se vante d'être président là. Pourquoi est-ce que les gens peuvent se comporter comme des irresponsables dans ce pays? Finalement, vous avez déposé au nom de quoi, ou pas? Oriane, au nom de quoi est-ce qu'un gouverneur de région refuse un courrier qui a des chefs de l'État? Il a refusé de récupérer le courrier. Il a demandé qu'on nous interpelle, qu'on nous chasse. On nous a bloqués dans l'ascenseur, on nous a amenés au sous-sol.
Du sous-sol, nous avons tenté une dernière opération pour aller au cabinet du gouverneur. On nous a accueillis comme des voyous. Nous allions remettre une lettre à notre président. Et celui qui est le représentant du président demande qu'on nous violente. Heureusement qu'on n'a pas violenté un journaliste. Ces policiers sont... Et pour ça, j'aime souvent, vous voyez que je suis allé dire aux policiers eux-mêmes, messieurs les policiers et dames, vous êtes là pour faire votre travail. Les journalistes sont respectueux de votre travail. Ne nous chamaillons pas parce que nous avons une lettre adressée à celui qui est au-dessus de nous tous, le chef de l'État. Pour lui demander, pour le prier, on ne lui a pas demandé, pour le prier, supplier, afin qu'il crée une commission d'enquête qu'il a d'abord annoncée. On nous a dit sur les médias internationaux où je suis passé que oui, grâce à l'ambassadeur de France, le chef de l'État dit non, ce n'est pas grâce à l'ambassadeur de France. Parce que 5 heures avant l'audience avec le président, cette demande avait été formulée par le SNJC et adressée à qui de droit. Donc, le gouverneur qui refuse de recevoir notre courrier, nous pourrons comprendre parce que c'est une affaire délicate. C'est une affaire délicate. Quand je préfère de parler, c'était pas irrespectueux de parler du gouverneur ou du préfet. Ils ont cru que nous étions des voyous, sortis pour semer le désordre. Non. Et nous avons posé des actes qui démontrent que non. Nous étions sortis justement pour aller remettre un courrier. Et en réalité, l'affaire... Et quand nous avons vu la police, on était très contents parce que au moins, eux, ils vont aller écrire dans leur rapport quotidien que voilà ce que les journalistes demandaient. Donc ça nous posait aucun problème. Ça participait même de notre com. Donc ils ont aidé notre communication à passer. Donc, je voudrais dire que le chef de l'État a des adresses e-mail. Il a le numéro de téléphone. Le chef de l'État a le numéro de fax. Et en tant que syndicat de journalistes, en tant que journaliste d'investigation, nous connaissons quels sont les contacts du chef de l'État. Pour vous dire la vérité, pendant que la police a noirci le lieu où on devait se rassembler, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le courrier avant d'arriver sur les lieux. Je suis arrivé sur les lieux sans courrier. Parce que j'avais envoyé le courrier. J'ai envoyé le courrier et j'ai couru en voiture pour rejoindre le mouvement sur le terrain. Quand on allait chez le gouverneur, nous savions déjà qu'il avait décidé de nous faire embarquer. Donc, nous avons fait preuve de professionnalisme. C'est-à-dire qu'un bon journaliste doit savoir tout ce qui se trame en face. Nous savions ce qu'ils allaient faire. Et on a envoyé dans le courrier. Est-ce que c'est vous n'êtes pas aussi allé provoquer puisque vous saviez déjà que... Nous avons prévu de remettre la lettre. Nous avons prévu de remettre le courrier au gouverneur. Nous avons pris rendez-vous chez le gouverneur à 11h. D'accord. Et dès 8h, toute la place était noire de monde. Et puisque nous savions que c'était de la provocation, nous avons envoyé notre courrier et nous sommes allés pour leur démontrer qu'ils ne savent pas faire le travail. Parce que s'ils savaient faire le travail, ils auraient compris que les syndicalistes, les journalistes, n'ont pas vraiment besoin d'affrontement pour informer les chefs de l'État de leurs demandes. Donc nous avons envoyé notre demande en bonne et due forme et nous savons que nous allons obtenir gain de cause. Parce que si le chef de l'État ne donne pas la commission, nous allons être dans la rue quand on veut. Personne ne peut nous empêcher d'aller dans la rue. Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un qui est endeuillé de porter le deuil. Nous sommes en deuil. Nous avons le droit de pleurer. Et ce que les autorités et leurs suppôts sur les médias de 2 à 5 francs font, c'est que les gens veulent que les journalistes descendent dans la rue pour être chicotés. Les gens veulent nous prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes des journalistes. On est là pour exercer notre métier. Si je veux faire, vous avez présenté comme homme politique. C'est-à-dire militant politique. Je ne suis pas un politique, mais militant politique. Mais si je veux faire une manifestation politique, je suis membre d'un parti politique, je vais aller dans le cadre du parti politique. Mais le syndicat n'a rien à voir avec la politique. Et nous faisons tout. Parce que nous avons des membres qui sont du parti au pouvoir. Beaucoup, la majorité même, c'est des militants du parti au pouvoir. Nous avons des membres qui sont de tous les partis politiques de l'opposition. Et il n'est pas question, quand on fait le syndicalisme, de faire autre chose que cela. Nous sommes dans le cadre du corporatisme et j'ai dit en début de réponse que nous sommes les conseils de nos membres. Donc ceux qui nous voient descendre dans la rue doivent savoir qu'on ne descend pas dans la rue pour dire que nous avons raison. Nous descendons dans la rue pour dire que voici, il faut qu'on écoute notre version des faits et ça ne peut se faire que dans le cadre d'une commission parce que le tribunal qui devait arbitrer dans ces accusations-là
n'a pas eu le temps de le faire parce que Ouazizi était mort. Très bien. Justement, puisqu'on parle de lui, est-ce qu'à un moment donné, vous, le syndicat, vous vous êtes dit, il n'est certainement plus vivant? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez soupçonné qu'il soit déjà décédé? Je n'ai pas envie de vous demander, est-ce que vous saviez qu'il était déjà mort? Vous, surtout voilà, vous, Denis Kouébo. Voilà, vous avez raison, vous avez raison. Vous savez, lorsque nous avons vu la réaction des autorités après notre sortie, nous avons compris que ce pays-ci souffre de beaucoup de choses. Ce pays souffre de ce que la plupart de ses dirigeants, ils sont volontairement sourds, volontairement muets, volontairement aveugles. Les autorités de ce pays ne savent pas que les personnes les plus informées dans un pays, c'est la presse. Ça, je ne sais pas comment est-ce qu'elles ne parviennent pas à comprendre cela. Quand les autorités de ce pays lisent des écrits des journalistes, quand ils voient nos positions à la télé, à la radio, dans les débats publics, ces autorités doivent quand même se dire que, mais attends, ces gens ne sont pas fous, ils sont censés connaître notre niveau d'information. Mais, je vous ai dit tout à l'heure que le Cameroun est un État organisé, prétendument démocratique. Il appartient à nos dirigeants de donner les preuves chaque fois que nous sommes dans une démocratie. La démocratie renvoie rapidement à l'état de droit et à la liberté d'expression. Parce qu'il y a des bavures militaires aux États-Unis, des bavures policières aux États-Unis, en France, partout. Il y a un journaliste qui a été violenté aux États-Unis l'autre jour. On l'a vu à la télé. Sauf que, quand il est établi qu'il y a eu une faute, une bavure, on reconnaît la bavure. Il y a des manifestations monstres en cours aux États-Unis pour un citoyen américain. Denis Kouébo, ça a pris par le temps. Donc, qui est décédé. Quand est-ce que vous avez su que Ouazizi était... Vous avez vu que là-bas, le débat n'a jamais porté sur le fait que qu'est-ce qu'il était. Est-ce qu'il était un repris de justice? Est-ce qu'il avait utilisé un faux billet? Le débat a porté sur le fait qu'il y a mort d'homme. Ouais. En tant que journaliste, donc, il y a ce qu'on appelle la matérialité des faits. La matérialité de la mort d'autrui est tirée de la présence visible de son corps, tirée du constat fait par un médecin légiste. La matérialité de la mort d'autrui, ce n'est pas ce que quelqu'un m'aurait dit dans un bar. À supposer que, et là je crois que ça faisait au moins 3 mois et demi qu'on a appris que Ouazizi était mort. 3 mois et demi, moi, ça faisait 3 mois et demi que j'ai appris qu'il est mort. J'en ai parlé avec d'autres camarades. Nous n'avions pas, et ça, tout le monde doit, je peux m'excuser auprès des Camerounais pour ce qui apparaît comme un manquement. Lorsqu'on a eu cette information, nous n'avions aucune raison de croire que ça pouvait être vrai. Pourquoi? Parce que nous, on a eu à voir Ouazizi au commissariat. Les policiers qui nous ont reçus au commissariat étaient très courtois. Ils nous ont expliqué quelle était sa situation. Ces mêmes policiers nous avaient expliqué, jusqu'à 4 ou 5 jours après son interpellation, que le dossier a été transmis au commissaire du gouvernement. Quand vous avez des informations pareilles, vous rentrez, restez chez vous, et la réquisition, qui était de la constitution d'un avocat, participait de notre volonté de nous en tenir à la manifestation de la vérité devant les juridictions compétentes. Donc, dans la procédure, le renvoi de la demande en liberté provisoire, nous nous sommes complètement endormis. On savait qu'au bout du compte, on doit nous présenter Ouazizi au tribunal pour accorder ou refuser sa liberté provisoire. Voilà pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas passé au... Vous savez que, la preuve, mais dès que nous avons su qu'il est mort, on fait notre travail. Nous sommes en train de faire notre travail. Si nous savions un seul instant que mort pouvait s'en suivre, on n'aurait jamais fait confiance
aux institutions judiciaires. Et c'est à tort. Un pays où on demande aux citoyens de ne pas rester sereins lorsque les autorités, la justice est saisie, ça pose un problème. Donc on ne doit pas nous accuser d'avoir été sereins quand l'affaire était transmise au commissaire du gouvernement. Nous attendions le procès. Vous comprenez donc ceux qui estiment que vous, particulièrement, vous êtes laxiste, vous ne vous bougez pas beaucoup quand il s'agit des journalistes, surtout d'expression. Ceux qui nous accusent sont des criminels au sens péjoratif du terme. Ceux qui nous accusent sont des criminels. Expliquez-nous. Ils sont des criminels parce que si quelqu'un dans ce pays dit qu'il ne sait pas ce que le SNC fait, ce qui n'est pas honnête. Même les citoyens, quand moi je passe en route au poste de contrôle de gendarmerie, de police, quand je vous ai parlé de cas qu'on a eu même en couverture, tout le monde le rencontre. La représentante résidente du système des Nations Unies au Cameroun nous a appelés en tant que syndicat pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous. Nous voyons ce que vous faites sur le terrain. Nous, on a dit, quand nous discutons avec les autorités, chaque fois que nous avons mal à partir avec deux confrères sur le terrain, le problème c'est l'absence d'éléments distinctifs, d'identification. Sur le champ, on nous a remis 300 gilets de presse. Quand vous voyez des journalistes du SNC porter des gilets de presse pour aller sur le terrain, parce qu'il faut qu'on fasse la différence entre eux et d'autres personnes. Quand nous étions à Bonandio, chacun avait un gilet de presse du SNJC. On n'a pas dit de presse tout court, du SNJC, parce que nous assumons, n'est-ce pas, nous assumons les actes posés par quelqu'un qui est associé là. Donc ceux qui disent qu'on n'a rien fait, c'est ceux qui voulaient que le SNJC devienne une brigade dans un État, sortir les couteaux et les machettes pour aller, n'est-ce pas, faire libérer un confrère. Le SNJC n'a pas vocation à libérer quelqu'un. C'est un juge qui vous libère lorsque vous êtes en prison. C'est le juge qui peut prononcer votre liberté. C'est le juge également qui prononce votre condamnation. Ce n'est pas le SNJC qui fait que les gens soient en prison ou qui restent en prison. Quand vous êtes, nous, on s'assure que vos droits sont respectés de bout en bout. Et nous avons fait cela. Quand on dit qu'on a cherché un avocat, pour avoir un avocat, on se cotise et le SNJC passe tout le temps, les membres passent tout le temps à donner 500 francs, 1000 francs pour cela. Est-ce que le SNJC est une ONG? Ce que nous faisons avec notre syndicat, c'est que depuis 5 ans que nous sommes à la tête de ce syndicat, nous n'avons jamais demandé une subvention d'un organisme étranger un jour. Nous ne demandons rien à personne. La seule subvention qu'on peut obtenir, c'est dans le cadre de notre appartenance à une confédération internationale des journalistes, la FIJ. En dehors de cet organisme, il y a des organisations de presse qui... Nous, on ne fait pas ça. Le SNJC fonctionne avec les moyens de ses membres. Le SNJC n'est pas lié à des groupuscules inconnus ici et là, que des sympathisants. Même quand c'est des sympathisants, c'est à l'intérieur du Cameroun. Donc nos activités, nos congrès sont financés par nos partenaires camerounais au Cameroun. C'est-à-dire que c'est traçable. Nous ne sommes pas ce type d'organisation qui recycle ou recèle un certain nombre de financements. Donc ceux qui pensent que nous devons nous transformer en autre chose qu'un syndicat, il faut aller seulement dans le dictionnaire lire ce que c'est qu'un syndicat. Si les gens avaient lu la définition du syndicat, ils nous demanderaient pas. Quand on n'a pas payé le salaire des employés, on dit que oui, c'est à cause des détenus que beaucoup ne payent pas le salaire des journalistes. Personne ne s'adresse aux patrons qui ne payent pas. On s'adresse à nous. Personne ne nous aide. Quand nous sommes sortis pour Ouazizi, mardi, vous avez vu quelqu'un de ceux qui insultent l'avenir? Les journalistes. Et là, je vais sortir de la question par-ci là. Nous sommes, pour paraphraser quelqu'un, un syndicat qui a 2 bras. Le premier bras du syndicat sert à combattre ceux qui agressent les journalistes. Le deuxième bras du syndicat sert à combattre nos propres membres qui nous combattent. Quand je dis membres, ça dit que les gens de la corporation. Ça dit que les membres attaquent quelqu'un qui d'une main est en train de les défendre. Si bien que la personne syndicale est obligée d'utiliser l'autre main pour se protéger. Sur la toile, donc quand on a lancé la manifestation pour Ouazizi, ceux qui disent que le SNC n'a rien fait, pourquoi ils ne peuvent pas manifester pour Ouazizi? Ils sont dans leurs chambres, ils sont dans les officines, dans les antichambres, ils écrivent sur la toile contre nous, pendant que nous agissons, et le SNC a ses heures qui correspondent à ses statuts, à ses objectifs, à ses stratégies. Le SNC a ses méthodes, et je ne connais pas encore un membre qui nous a écrit pour nous dire « Je suis resté en cellule
10 jours, on n'a pas vu le syndicat. C'est un seul cas. Je crois que vous pouvez relater ça ici, même au journal de STV. Est-ce que le SNJC a entrepris une démarche, puisque vous aviez besoin de faits, c'est-à-dire quand on vous a dit il est mort, vous n'avez pas cru parce qu'il faut des faits. Est-ce que vous avez entrepris donc à approcher ou voir même la dépouille de Samuel Ouazizi? Peut-être je suis obligé de parler, de révéler d'autres choses. Il faut savoir qu'il y a des actions que le syndicat mène et informe tout le monde, et des actions que le syndicat mène et ne doit en aucun cas informer tout le monde. Absolument. Il y a des subtilités de certaines affaires qui nous amènent à travailler à huis clos. Et nous l'avons souvent fait avec beaucoup de réussite. Ce n'est pas parce qu'on a l'habitude Il est arrivé qu'on plaide même la naïveté, qu'on plaide l'innocence, entre guillemets, qu'on plaide les circonstances atténuantes pour certains journalistes. Donc, sachez que quand on a souvent libéré certains journalistes, c'était pas faute de faute, c'était pas faute de charge. C'est parce qu'on avait pu quelquefois dire que nous étions garants de la suite des événements. Nous étions garants du fait que si on relâche là, il ne va plus faire la faute. Plusieurs fois, il est arrivé que le président du SNC prenne des engagements écrits. Pour plusieurs cas de libération des journalistes, nous avons dû prendre des engagements écrits. Et vous n'avez pas à attendre, vous attendez à ce que nous, on vienne vous dire, voici les engagements. On prend des engagements écrits et sorti de là, nous, on organise. C'est pour ça qu'il faut voir l'orientation de nos formations. On ne vient pas expliquer de façon explicite. Et là, je crois qu'il y a des témoins qui le savent. Ces autorités qui nous prennent aujourd'hui pour des va-t-en-guerre, pour des gens, on dit que nous sommes on salit l'image du Cameroun. Quand entre un journaliste qui défend les droits de ses camarades et ceux qui volent l'argent de la République, qui salissent l'image du pays, ce sont les voleurs qui salissent l'image du pays. Nous, on ne vole pas, c'est eux qui volent. Denis Kobwile, rapidement pour sortir de ce sujet, à la une de certains journaux, il a été écrit qu'il était plus terroriste que journaliste. Est-ce qu'on doit comprendre que la presse est divisée s'agissant de ce cas? On appelle cette presse-là en anglais junk. Junk, J-U-N-K. Et junk, c'est la poubelle, c'est les journaux poubelles. Et il y a M. Tchalin Zicha, président de l'UJC, qui appelle ça les journalistes de 2 à 5 francs. 2 for 5 francs journalistes. Un journaliste ne peut jamais écrire ça à la une. Donc, quand moi je lis les journaux, je sais qui n'est pas journaliste. Et ces journaux-là appartiennent tous au gouvernement. Tous ces journaux-là, sans exception, appartiennent au gouvernement. On doit comprendre donc que la politique a phagocyté le journaliste? Non, la politique n'a rien à voir avec le journalisme. Je vous dis, n'importe quel journaliste, même le plus mauvais d'entre nous, c'est ce que c'est que le journalisme. Le journalisme, c'est le métier de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. La politique a quoi à voir? Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Il faut donc comprendre que tout est rapport de force dans le monde. Les politiques savent que la presse est un instrument de pouvoir. Je ne vais pas dire les journalistes. Tout à l'heure, je vous ai bien dit qu'il faut faire la différence entre les journalistes et la presse. Quand on fait le commerce de l'information, ce que vous avez vu, les unes qu'on a mis terroristes là, parfois c'est payé 15 000 francs ou 8 000 francs, la une. Et ça permet à ces gens qui ont la moyenne de diplôme parmi ces gens, c'est le CEP. La moyenne de diplôme, le niveau, le moyen de tous ces gens qui font ce genre de presse là, c'est le CEP. Et ces articles sont parfois écrits par les commanditaires. Il faut faire la différence entre la presse des journalistes et la presse des gens qui ont pour moyenne le CEP. Ce n'est pas le même, c'est un abus de langage. Je vous ai dit tout à l'heure que la presse, les journaux là tirent les PDF. Ils ne vont pas chez un imprimeur. Quand ils font ça, il y en a qui font les photocopies. Et les plus doués d'entre eux impriment 20-25 exemplaires pour aller remettre à la personne qui a payé. Pour dire, voilà, le journal est sorti. Un journal ne peut pas mettre à sa une que quelqu'un était plus terroriste que journaliste. Pourquoi? Pour la simple raison que une telle personne
n'a jamais été présenté à une instance judiciaire. Nous, on n'est pas dans cette affaire. Nous n'avons pas dit que tel est journaliste ou il n'est pas journaliste. Depuis des années, quand Ouazizi était à la télévision, ce n'est pas Denis Kobo qui allait dire que ce monsieur n'est pas journaliste. Il y a une commission d'accueil de presse dans ce pays. La commission d'accueil de presse, elle est le jeu où elle travaille quand? Il y a un conseil national de la communication. Est-ce que le conseil national de la communication a un jour dit que il y a une personne à Boya qui parle à la télévision? Nous pensons que cette personne-là n'est pas journaliste. Pourquoi vous voulez demander? Nous ne sommes pas là pour faire le... C'est pas nous demander de faire le travail des autres. Nous n'avons jamais fait une déclaration pour toucher aux faits qui étaient reprochés à Ouazizi. Lorsque nous avons constaté qu'il y avait des faits qui lui étaient reprochés, nous avons transmis notre dossier à un avocat. Nous, on n'a rien dit du tout. Si vous voulez qu'on fasse un débat sur la qualité des journalistes de X ou Y, on va commencer par demander à ceux qui ont pour moyen le CEPE et qui publient les informations dans ce qu'ils appellent la presse, comment est-ce que cela a pu arriver dans notre... Comment est-ce qu'il peut arriver dans un pays que quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom soit directeur de publication d'un organe de presse et avec même beaucoup d'argent? Donc, si vous voulez, déjà, il ne faut pas qu'on nous demande de devenir le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit nous dire. Et puis, Ouazizi est mort. On dit qu'il est mort. Ouazizi n'est pas mort au siège du syndicat. Ouazizi est mort où? Amenez-nous à l'endroit où il est mort. Si c'était à l'hôpital, mais on va aller à l'hôpital voir. On a dit qu'il y a un corps à la morgue. Vous avez demandé si on a vu le corps. Le syndicat, je peux vous dire que avant le jour de l'interpellation de Ouazizi, j'avais entendu parler d'un nom comme ça. Je crois que je ne connais pas Ouazizi. Mais il y a d'autres journalistes qui le connaissent. Je ne le connais pas du tout. Et ce n'est pas la personne de Ouazizi que nous défendons. Nous défendons le journaliste ou alors la personne qui travaillait à la télévision. Parce qu'il travaille à la télévision. Si quelqu'un avait une objection, il fallait faire connaître une telle objection. Il fallait nous saisir. Il y a des gens, des Camerounais, il y a un député qui nous a saisis parce qu'il était arnaqué par un journaliste. Il y a un autre député suppléant qui nous avait saisi à l'époque parce que les gens faisaient du chantage. On a convoqué ce on l'a dit, on ne veut plus de vous dans le syndicat. Donc s'il est établi qu'un de nos membres, parce que si vous êtes terroriste, nous sommes en danger. Si vous êtes braqueur journaliste, les autres gens sont en danger. Donc l'État a l'obligation de nous informer en temps réel d'un certain nombre de choses dont nous, on n'aurait pas connaissance. Et on ne doit pas nous reprocher de n'avoir pas pris de dispositions si on ne nous a jamais fait des remarques. De toute façon, quand on nous a fait la remarque, on a toujours agi. Loin de l'affaire Ouazizi, il faut dire que vous êtes également militant d'un parti politique. Oui. Est-ce que vos convictions politiques ont eu un impact un peu sur le journaliste que vous êtes? Le journalisme a gagné du fait qu'il soit militant politique. Le journalisme a gagné parce que le militant politique a une formation politique solide, une formation en économie politique solide. Le militant politique a été instruit au savoir-vivre, au vivre ensemble. Pour ceux qui me connaissent et qui nous connaissent presque nous tous, ils savent comment on fonctionne. Si vous avez, quand les gens m'interpellent sur mon travail, ils disent allez sur Twitter, ouvrez mon compte Twitter, vous lisez. Si vous voulez aller regarder mon compte Facebook, vous allez voir ma personnalité. Toute ma personne est là-bas. Ce que je fais est connu, c'est public. Donc, le journaliste militant politique, sans aucun mélange de genre, bien sûr, il faut que on dit chez nous au village que le nombre de grelots doit correspondre au nombre de chiens. Quand vous allez à la chasse, si vous avez 2 grelots, vous avez 2 chiens. Si vous avez un seul, c'est que vous avez un chien. Donc, si moi, militant politique, je veux faire l'activisme politique, j'ai dit j'ai une chapelle. Si je veux faire du journalisme, vous avez vu que moi, pour ne pas parler de moi, c'est vous qui m'avez à parler de moi. J'ai refusé, en tant que journaliste, de participer aux officines, aux chapelles. Et c'est pour ça que je suis maintenant rédacteur en chef chez African Finder, qui est une plateforme où on ne veut pas savoir si vous êtes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest.
on ne peut pas savoir si vous êtes militant du parti au pouvoir ou de l'opposition. On fait l'enquête journalistique. Ça, c'est un travail sérieux. Le médecin qui vous reçoit à l'hôpital peut être militant d'un parti politique, même panafricain, n'importe où. Quand il vous reçoit, il vous consulte, il pose un diagnostic. Si il fait autre chose, ce n'est pas la médecine. Donc, si un journaliste se lève le matin pour aller faire autre chose que la collecte et le traitement de l'information, ce n'est plus le journalisme. Et c'est pour cela que nous avons toujours encouragé les journalistes à faire preuve de circonspection. Il faut faire la part des choses. Moi, j'ai une Bible, qui est la Bible des journalistes. La charte de Munich, équilibrée en droit et en devoir. Donc, je vois, il y a des obligations pour un journaliste, il y a les droits, c'est ce que je regarde. Donc, le militant politique a l'avantage, parce que la presse est essentiellement politique. Ouais. Et pour faire l'analyse politique, vous avez besoin de deux choses. Pour faire l'analyse politique, vous avez besoin des outils d'analyse politique. Vous avez besoin de l'expérience de l'analyse politique. Donc, si vous êtes militant politique, vous avez donc l'expérience en termes d'idéologie, la philosophie. La politique, c'est la philosophie. Mais Denis Kobo, jusqu'à une certaine période quand même, on vous voyait très critique envers le gouvernement. Vous étiez vraiment violent, vous le traitiez d'incompétent et tout, mais depuis une période récente encore, le discours a complètement changé. Est-ce que vous êtes d'avis, ou alors est-ce que nous devons croire ceux qui pensent que vous flirtez avec le camp d'en face? Ok, je vais répondre. Pour satisfaire votre curiosité et celle de ceux qui vous ont posé le problème. Le régime est incompétent. D'accord? Je l'ai dit aujourd'hui. Donc retenez que j'ai dit encore aujourd'hui que le régime est incompétent. Est-ce que c'est ambigu? Non. Le régime est incompétent. Deux, nous ne sommes pas en démocratie. Ok? Nous ne sommes pas en démocratie. Le régime est incompétent. Les responsables en majorité sont volontairement sourds, muets et aveugles. Le discours ambigu, c'est quoi? Par contre, c'est complètement idiot et farfelu d'accuser un citoyen de notre stature de flirter. C'est une insulte de m'accuser de flirter. Quand Denis Kobo a envie de rencontrer un ministre de la République, il se déplace, il va à Yaoundé, il remplit l'audience, il rencontre le ministre. J'ai rencontré tous les hommes politiques de l'opposition au Cameroun. C'était moi un homme politique que je n'ai pas encore rencontré. J'ai vu la plupart entrer en politique. Vous accusez un journaliste d'avoir flirté avec le camp d'en face. C'est quoi le camp d'en face? Le camp d'en face existe dans l'esprit de ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le journalisme. Un journaliste doit avoir un carnet d'adresses étoffé. Si un journaliste camerounais a déjà rencontré des chefs d'État à l'étranger, vous l'accusez, pourquoi vous ne m'accusez pas d'être tout le temps en train de voyager dans des pays en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique? Pourquoi vous ne m'accusez pas? Vous accusez un journaliste, président d'un syndicat de journalistes, d'avoir rencontré les autorités d'un pays. Vous êtes également accusé d'être indique. Hein, de quoi? Indique de quoi? Que veut dire? C'est-à-dire que vous êtes avec les journalistes sans vraiment être avec eux. Je suis avec les journalistes comment? Je suis avec eux comment? C'est-à-dire vous êtes journaliste, mais... Le jour, je suis le jour. Voilà. La nuit, je suis quoi? Vous rapportez les faits... Quel fait? Vous allez me dire... Quel fait? Les gens ont quel fait? Les gens n'ont aucun fait. Alors il faut que je ne peux pas répondre aux choses comme ça. Vous avez quel fait? C'est rare de voir un journaliste camerounais qui a de l'information. C'est rare. L'espèce qui a les informations est rare au Cameroun. Vous accusez quelqu'un d'avoir donné l'information sur vous. Oriane, vous êtes à STV. Tous les jours, tout le monde vous connaît. On va aller rapporter quoi sur vous? Vous avez fait quoi pour que Denis Kobo rapporte ça de vous? Alors, deuxième chose, sont les gens qui sont incapables de notre niveau de pratique professionnelle qui peuvent dire cela. Ah non, et le pouvoir accuse Denis Kobo d'être militant politique d'opposition. Le pouvoir accuse Denis Kobo d'être à la solde des gens qui veulent agresser le Cameroun. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un bras pour défendre les journalistes. L'autre bras, c'est se défendre. On est pris par le temps, Denis Kobo. Oui. En un seul mot, oui ou non, Denis Kobo, président du SNJC à vie, oui ou non? Le président du SNJC, les textes du SNJC disent que le mandat d'un président, c'est 3 ans, renouvelable une seule fois. Le président du SNJC a été élu à un congrès.
réélu par le Congrès, réélu au Congrès de février 2019. Il a 1 an, 10 mois encore à faire à la tête du syndicat. Merci Denis. Et je ne vais pas modifier avec la complicité de qui que ce soit les statuts du SNIC. Même s'il y a l'appel du peuple, le président du SNIC a tellement d'occupations. Alors à ce moment-là, je vais partir du syndicat et j'espère, et là on travaille pour que, j'espère que d'autres vont venir prendre le coup que nous prenons. Et la dernière accusation que vous avez mis en exergue est une insulte au travail que nous avons fait depuis plus de 20 ans et qui est reconnu pas seulement au Cameroun, ailleurs. Donc, si les gens veulent se donner bonne conscience, qu'ils disent ce qu'ils veulent des autres. Ce qui est important pour un journaliste, c'est que vous travaillez pour le public et pour votre conscience. Moi, j'ai le retour du public. J'ai ce retour-là et je m'en tiens seulement à ce public-là. Je ne me tiens pas à ce que des adversaires ou ce que les journalistes de 2 à 5 francs peuvent dire de nous. Merci Denis Kouébo, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain.